Bonjour à tous, je suis David Gibert, professeur en construction bois et aujourd'hui je vais vous présenter le dossier d'étude d'un projet client traité avec les élèves de première année BTS SCBH. Ce projet particulier est une passerelle pour M. Viraineken à Saint-Leu de la Réunion. Le but de cette passerelle est de permettre à M. Viraineken de franchir une distance de 5,3 mètres depuis sa terrasse, située plein ouest, jusqu'au mur de soutènement au sud limitrophe de sa propriété. Le projet sera situé à 60 mètres d'altitude par rapport au niveau de la mer. Bien sûr, cette situation géographique doit être prise en compte pour déterminer les hypothèses de calcul de notre modèle mécanique servant au dimensionnement des éléments. En revanche, nous avons de la chance, car la structure sera protégée du vent et nous ne considérerons donc aucune charge liée au vent. Les contraintes climatiques telles que les UV, l'humidité et les embruns marins devront être pris en compte pour l'étude des détails d'assemblage. Laissez-moi vous montrer les étapes d'étude d'un tel projet, depuis sa conception jusqu'à sa réalisation, ainsi que le planning organisationnel que j'ai mis en place pour respecter la deadline correspondant à la présentation orale du projet au bout de 7 semaines. Tout commence par l'envie ou le besoin du client, qui fait appel à une entreprise ou un architecte en fonction de la taille du projet. Ensuite, l'entreprise propose au client plusieurs propositions d'esquisses qui doivent satisfaire plusieurs critères: l'esthétisme, le prix, la pérennité dans le temps et sa faisabilité matérielle et calendaire. Une fois qu'une esquisse est choisie, l'architecte ou l'entreprise de construction fait une étude plus approfondie de prédimensionnement afin de quantifier et deviser le projet. Ensuite, un devis est présenté au client et sa validation contraint la bonne suite logique du projet. 2 entrées sont possibles. Si le devis est considéré trop cher, le client peut abandonner l'idée ou demander à une autre entreprise. Ou encore demander l'étude d'un nouveau projet moins ambitieux. Sinon, le devis est accepté et le projet se poursuit avec la réalisation des plans d'exécution, la commande du matériel, la livraison et le levage et la réception. Pour mener à bien ce projet, dans les temps impartis, j'ai mis en place un planning simple sur 7 semaines, correspondant au timing entre 2 périodes de vacances scolaires, avec un chemin critique guidé par l'ordre logique des étapes d'études présentées juste avant. Voilà, vous savez tout. Maintenant, passons à l'étude détaillée du projet. Présentation de l'esquisse. Voyons à présent la veille technologique que j'ai pu effectuer sur Internet. C'est à partir de passerelles qui m'intéressaient d'un point de vue plastique que j'ai proposé au client 2 esquisses. La proposition numéro 1 est simple et permet de franchir la distance à l'aide de poutres porteuses munies d'un garde-corps fixé sur le flanc de ces poutres de rive. Le second projet est un peu plus complexe. Il propose 2 poutres treillis jouant un double rôle, à la fois structurel et sécuritaire pour les usagers. Je propose au client la seconde esquisse qui semble plus intéressante pédagogiquement à traiter avec des élèves de BTS SCBH. Chapitre 3, les détails techniques. Voyons à présent la démarche réflexive à réaliser pour chaque nouveau projet de construction, qui consiste à étudier les nœuds d'assemblage permettant la liaison entre les différents éléments. Dès qu'il y a rencontre entre 2 pièces, il faut que l'assemblage respecte 4 critères fondamentaux pour être choisi. Le premier critère reste à mon sens la pérennité et sa solidité dans le temps. Est-ce que cet assemblage ne retient pas l'humidité de sorte à ne pas créer un désordre par pourrissement? Le prix d'un tel assemblage, incluant l'organe d'assemblage lui-même et son temps de mise en œuvre. Et enfin, son esthétisme. Je vous montre à présent les principaux nœuds étudiés et les propositions apportées aux problématiques rencontrées. Mes propositions de détail sont réalisées à la main et nous trouvons toujours une vue contextuelle permettant de situer l'assemblage dont il est question. On retrouve aussi une vue en élévation couplée à sa vue en plan. On peut, si on souhaite que le message soit encore plus clair, agrémenter les dessins d'une axonométrie constructive. Tous ces dessins doivent être légendés et cotés, avec également la présence d'un cartouche. Pour le BTS SCBH, il est intéressant et apprécié de comparer plusieurs solutions en opposant les critères de pérennité, solidité, prix et mise en œuvre. Dans notre cas, nous choisirons la variante 1 avec l'utilisation de boulonnage et le placement de l'intrados de la poutre treillis sur le flanc du potelet. Les boulons demandant seulement des perçages sont plus simples et moins chers à mettre en œuvre. Chapitre 4, études mécaniques. Maintenant, nous allons étudier la structure de manière mécanique pour vérifier sa résistance. Nous utilisons des modèles mécaniques sous conditions de charge et de temps d'exposition pour tester la résistance de la structure et des assemblages.
Le dimensionnement de la structure se fait en 3 étapes. La modélisation du modèle mécanique, simplifié, le renseignement des caractéristiques des matériaux et le chargement du modèle pour simulation. Nous avons utilisé un modèle mécanique pour tracer la fibre neutre des barres constituant notre système treillis, à partir des cotations issues d'une élévation 2D CADWorks sur le logiciel de structure Accorbat. Nous avons renseigné les caractéristiques techniques, type de matériaux et sections. Et nous avons chargé le modèle avec son poids propre, ainsi que des cas de charge d'exploitation probables, stationnement de piétons. Nous avons analysé les résultats pour la résistance des barres et leur déformation admissible, et avons proposé une optimisation en réduisant la section de la structure. Nous avons ensuite simulé les assemblages pour dimensionner le plus sollicité dans notre structure. Nous avons vérifié les conditions d'anthrax et de pince pour appréhender le nombre de boulons nécessaires. Nous avons constaté que les conditions de pince A3 et A4 étaient les seules à respecter, car les autres étaient trop contraignantes et ne nous permettaient pas la pose de plusieurs organes. Nous avons vérifié que le boulon seul était suffisant pour reprendre les contraintes de cisaillement issues des charges appliquées. Nous avons considéré l'assemblage validé pour plusieurs raisons. Notamment parce que nous sommes sur un chantier privé et que nous avons surestimé les cas de charge. Chapitre 5. Étude du prix. L'étude de prix d'un projet doit être réalisée de manière rapide et structurée. Lorsqu'on étudie le prix d'un projet, il est important de faire preuve de rapidité et de structuration. La rapidité est primordiale, car il y a une chance sur 2 que le chantier soit refusé par le client, ce qui signifie que le temps passé à l'étudier ne sera pas rémunéré. La structuration est essentielle, car le devis peut être accepté plusieurs mois après avoir été étudié. Il faut donc être capable de se replonger rapidement dans les subtilités du projet. La démarche de calcul doit être claire et structurée, pour qu'elle puisse être reprise par un collègue en cas d'absence ou de décharge du projet. Il faut également pouvoir retracer la démarche en cas d'erreur ou de négociation avec le client, pour savoir si certains articles ont été sous-estimés ou surestimés. Dans ce projet, j'ai utilisé une esquisse 3D amendée des études précédentes pour quantifier la partie bois. J'ai utilisé un logiciel de CAO appelé CADWorks pour lister et optimiser le bois nécessaire au projet à partir d'une maquette 3D. Pour le quantitatif quincaillerie, qui peut peser lourd sur le prix de vente d'un projet de construction bois, j'ai compté le nombre d'organes de fixation nécessaires en fonction des détails techniques et de l'étude mécanique. Certains nœuds utilisent les mêmes principes d'assemblage, ce qui nécessite de faire un récapitulatif par catégorie d'organes. Ce récapitulatif nous servira lors de la mise en commande auprès des fournisseurs. Le déboursé main-d'œuvre n'était pas à traiter pour ce projet, mais je vais l'expliquer à titre indicatif pour illustrer ma démarche de calcul. Le déboursé main-d'œuvre se fait à partir d'estimations liées à plusieurs facteurs, notamment la taille de l'entreprise ou de l'équipe dédiée au projet, l'organisation du chantier, la capacité productive de l'appareil productif, la taille du chantier et les contraintes d'accès, de hauteur et de climat. Il faut également prendre en compte le timing du calendrier et l'expérience de la personne qui estime les tâches à réaliser. Certaines tâches sont souvent découpées en sous-tâches difficiles à estimer précisément. Les méthodes utilisées dans l'industrie sont difficiles à appliquer à la lettre car nous ne sommes pas sur une chaîne productive linéaire avec toutes les contraintes calculées, éliminées ou anticipées. Dans ce projet, mon estimation pour la réalisation du chantier est de 2 jours de fabrication en atelier et 1,5 jours de levage sur le chantier. Cela représente un total de 73,5 heures pour une équipe de 3 personnes, travaillant 7 heures par jour. J'ai multiplié ces 73,5 heures par le coût horaire moyen estimé de l'équipe en charge, qui est de 28 € par heure à La Réunion. Enfin, pour connaître le prix de vente du projet, j'applique des coefficients de frais de chantier, de frais généraux et de bénéfices, ainsi que la TVA, c'est-à-dire la taxe sur la valeur ajoutée. Chapitre 6. Fabrication et levage. L'organisation des tâches de fabrication et de levage d'un projet est une étape cruciale qui est généralement réalisée 2 fois durant l'étude du projet.
Tout d'abord, elle est effectuée de manière moins formelle lors du calcul du prix de vente, ce qui permet de quantifier le besoin en main-d'œuvre. Cette étape est souvent esquissée au brouillon ou à l'aide d'une base de données propre à l'entreprise, ou encore elle découle de l'expérience acquise sur les chantiers précédents. Ensuite, elle est réalisée de manière plus précise lors de l'étude de l'organisation de chantier, qui précède la phase d'exécution. À ce moment précis, les étapes de réalisation sont phasées avec la mise en place d'outils organisationnels de dialogue entre les intervenants, tels que le PIC, plan d'intervention de chantier, le planning de Gantt, qui référence le timing de chaque phase et son interdépendance, ou encore les plans d'exécution, de stockage et de chargement utilisés en interne à l'entreprise. Ici, étant donné que ce chantier école est réalisé avec une classe de première année BTS et CBH dans un timing très serré, j'illustre deux grandes phases organisationnelles, la phase de fabrication en atelier et la phase de levage sur chantier. En atelier, les élèves sont répartis par sous-ensemble de l'ouvrage pour réaliser des usinages répétitifs, équivalents au nombre de pièces à fabriquer. Certains sous-ensembles seront prémontés en atelier pour le transport. J'illustre ici, dans ma présentation, une manière formelle de représenter l'organisation du chantier à l'aide d'un PIC, plan d'intervention de chantier, sur une vue en plan du chantier avec délimitation des zones de stockage, de travail et d'accès. Nous pourrions également référencer l'emplacement des EPC de type garde-corps et de balisage à matérialiser. Et je montre, pour illustrer cette présentation, une vue en perspective des étapes de levage pour que chacun comprenne l'intention. Commençons par la mise en place du chantier d'un point de vue sécurité avec les EPC de type échafaudage roulant. Nous traçons ensuite les niveaux de l'emplacement des portiques de départ et de fin. Nous perçons et fixons les supports béton, supports des portiques d'extrémité. Nous poursuivons avec le levage des poutres intrados longitudinales. Par équipe, nous levons simultanément les portiques un à un en partant des extrémités jusqu'au centre de la structure. Ensuite vient la pose de la poutre longitudinale haute jouant aussi le rôle de main courante. Les contrefiches viennent ensuite renforcer cette main courante, permettant à l'autre groupe de poser en même temps le caillebotis et le contreventement en sous-face. J'illustre également la liste d'outillage qui sera nécessaire de prévoir pour ce chantier. Cette liste pourra se traduire sous forme de liste de référencement à utiliser lors du chargement de la camionnette de chantier. Enfin, un planning de Gantt vient déterminer un timing par phase organisationnelle. C'est ici que nous voyons les phases pouvant être réalisées en temps masqué, ainsi que les phases critiques ne pouvant se soustraire à la logique de levage. Chapitre 7, plan d'exécution. Le document contient des plans d'exécution organisés en dossiers. Le sommaire contient une vue du projet et un éclaté constructif par sous-ensemble. Les pages sont référencées pour faciliter la compréhension du projet. Deux plans A3 montrent les vues en plan et l'élévation du projet, avec des numéros pour les pièces de bois et les fils de portique. Les plans sont cotés pour le chantier. Les détails techniques précisent les systèmes d'assemblage aux nœuds caractéristiques du projet. Le deuxième A3 illustre deux coupes transversales pour la fabrication. Une liste de dessins pièce par pièce décrit géométriquement les usinages à effectuer. Les plans sont agrémentés d'axonométrie pour contextualiser avec le reste du projet et les codes sont adaptés à la technique d'usinage de la machine choisie. Conclusion. En conclusion, j'ai tenté à travers cette présentation de ce dossier de condenser de manière non exhaustive toutes les phases d'étude composant un projet de sa conception à sa réalisation. Ce dossier reflète les épreuves U41 et U51 que vous avez à passer en fin de BTS pour valider votre diplôme. Ici, j'ai décidé de traiter ce projet en simultané avec vous et par conséquent de traiter tous les aspects. Ce qui donne une présentation orale un peu longue et donc un peu différente de ce que vous devrez présenter, dans le sens où votre travail en équipe nécessitera une répartition de ces tâches par coéquipier. De plus, j'ai agrémenté cette présentation de points connaissances qui ne seront pas à retranscrire de la sorte lors de votre examen. Néanmoins, sachez que la tendance des sujets proposés tend à faire traiter de plus en plus l'ensemble de ces tâches en zonant les projets de grande envergure et en traitant ces zones de manière différenciée. Ce qui fausse naturellement les méthodes employées en entreprise mais qui permet au jury d'apprécier
les compétences acquises de l'élève sur l'ensemble des tâches à traiter. En conclusion, vous devez aborder les points de difficulté que vous avez rencontrés et comment vous avez pu les contourner, ainsi que les connaissances ou méthodes acquises lors de votre étude. Vous devez avoir un regard critique sur votre travail et être capable de cibler les points où vous sentez une faiblesse dans votre dossier ou vos connaissances. Cela peut vous éviter des questions gênantes sur des aspects de l'étude que vous ne maîtrisez pas. Cependant, vous devez être capable d'ouvrir sur ce que vous allez mettre en œuvre pour développer ces compétences ou connaissances manquantes dans votre avenir et rebondir sur ce que vous vous apprêtez à faire professionnellement. Vous trouverez dans la description le lien vers le dossier rédigé du projet. Il comporte des erreurs, des oublis volontairement, dans le sens où je me suis astreint au maximum à respecter le timing proposé à la classe. Cela permet de montrer les attendus mais aussi les imperfections d'un dossier. Merci pour votre écoute et bonne chance pour votre diplôme.